La caisse de feu d'artifice accusait un déficit de 20 livres. Graham Blackstone fit glisser ses doigts une dernière fois le long du conteneur métallique scellé, évaluant la répartition du poids. Après 15 ans passés à installer des spectacles pyrotechniques dans 3 comtés, il était capable de discerner la différence entre une caisse remplie d'obus de qualité professionnelle et une caisse qui avait été trafiquée. « Un problème ?» demanda Victor Kelman, contournant le camion de chargement, un presse-papier à la main. Le chef de chantier observait Graham depuis une dizaine de minutes. Le manifeste indique 48 obus dans cette caisse. Graham tapota l'étiquette d'inventaire. J'ai plutôt l'impression qu'il y en a 32, peut-être 34. Victor consulta ses documents. Il est noté ici qu'elle a été préinspectée à l'entrepôt. Visée par Harris. Quand? Hier matin. Avant même que nous ayons reçu le bon de livraison. Graham déposa la caisse avec précaution. Dans le secteur des feux d'artifice, les anomalies ne sont pas de simples problèmes de paperasse. Elles représentent des risques pour la sécurité. Une caisse avec un manque d'obus pouvait indiquer que quelqu'un avait détourné du stock pour un autre projet. Ou, pire, que des explosifs étaient portés disparus quelque part dans la chaîne d'approvisionnement. « Tu veux que je le signale ?» demanda Victor. « Pas encore. » Graham s'essuya les mains sur son pantalon de travail. « Laisse-moi d'abord examiner les autres caisses. » Mais tandis qu'il continuait le long de la rangée de conteneurs, Victor se rapprocha et baissa la voix. « Graham, j'ai l'impression d'un coup monté. » Ces mots le frappèrent comme une douche glaciale. Victor était impliqué dans la pyrotechnie depuis le début des années 90. Il n'employait pas des termes comme « coup monté » sans raison sérieuse. Quel genre de coup monté? Le genre où quelqu'un a l'intention de faire enregistrer une anomalie avec ton nom dessus. Graham se redressa. Le spectacle pyrotechnique régional pour lequel il se préparait, à l'occasion de la foire du comté de Millfield, était un travail de routine, le genre de tâche qu'il avait effectué des centaines de fois. Cependant, les tâches de routine n'impliquaient pas des caisses préinspectées qui semblaient accuser un déficit de 20 livres. Qui m'a expressément demandé pour ce travail? Victor vérifia à nouveau ses papiers. C'est passé par le bureau des achats du comté. Procédure d'appel d'offres standard. Et Harris a visé l'inspection. C'est ce qui est écrit. Graham récupéra son téléphone et chercha le contact de Harris. L'appel aboutit directement à la messagerie vocale. Un mercredi après-midi en pleine saison chargée, c'était inhabituel. Essaie d'appeler l'entrepôt, suggéra Graham. Demande-leur de récupérer la feuille d'inventaire originale de cet envoi. Victor passa l'appel pendant que Graham continuait d'examiner les caisses. 3 autres conteneurs présentaient des anomalies de poids similaires. Tous avaient été préinspectés par Harris. Tous avaient été visés avant même que Graham ne soit affecté à la mission. L'entrepôt signale que Harris s'est mis en arrêt maladie hier, annonça Victor. Il n'est pas venu de la semaine. Les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas. Graham travaillait avec Harris depuis 8 ans. L'homme était méticuleux, presque obsessionnel. C'était le type d'inspecteur qui comptait chaque obus 2 fois et consignait méticuleusement les numéros de série pour le suivi des stocks. Il ne se mettrait pas en arrêt maladie pendant la saison des foires de comté, et il n'approuverait certainement pas des inspections qu'il n'avait pas personnellement effectuées. On arrête tout, déclara Graham. Je ne vais pas risquer ma licence à cause des faux papiers de quelqu'un d'autre. Bonne idée. Victor commença à prendre des notes sur son presse-papier. Je vais tout documenter et contacter le bureau du comté. Graham remit son équipement personnel dans son camion de travail. La sensation désagréable dans son estomac persistait. En 15 ans de pyrotechnie professionnelle, il avait appris à faire confiance à son instinct en matière de sécurité et de logistique. Actuellement, les deux indiquaient que quelque chose n'allait pas du tout. Le trajet de retour jusqu'à Cedar Ridge prenait 45 minutes sur des routes de campagne qui serpentaient à travers des terres agricoles et des lotissements dispersés. Graham profita de ce temps pour réfléchir aux événements de la journée. Les anomalies de poids, les signatures d'inspection falsifiées, l'absence opportune de l'inspecteur. Tout suggérait que quelqu'un manipulait le système. Mais pourquoi le cibler lui spécifiquement? Sa maison était située sur 2 acres au bout d'Oakmont Drive, une modeste maison de plein pied qu'il avait achetée il y a 12 ans lorsqu'il avait épousé Helena. L'hypothèque approchait de son terme, et les impôts fonciers ne les accablaient pas encore. C'était le genre de stabilité de classe moyenne que Graham avait travaillé avec diligence à établir et à préserver. La voiture d'Helena était garée dans l'allée,
ce qui impliquait qu'elle était rentrée plus tôt de son poste dans la société de facturation médicale. Leur fille de 15 ans, Ruby, serait à l'entraînement de football jusqu'à 6 heures. Graham gara son camion de travail à côté du garage et récupéra son sac d'équipement du siège passager. Le sac contenait son équipement de sécurité personnelle, ses registres de travail et une petite réserve d'argent de secours qu'il conservait pour les dépenses imprévues sur les chantiers. Elena savait qu'il y avait de l'argent, mais ignorait le montant exact. Environ $1 500 en billets de 20 et de 50. À l'intérieur de la maison, Elena se tenait au comptoir de la cuisine, son ordinateur portable ouvert devant elle, absorbée, apparemment, par quelque chose qui exigeait une concentration considérable. Elle leva les yeux lorsqu'il entra. « Tu es rentré tôt » fit-elle remarquer. « Tout va bien ?» Le chantier a été reporté. Des problèmes d'inventaire à régler. Graham déposa son sac d'équipement sur le sol près de la porte arrière. « Comment s'est passée ta journée ?»« Bien. Normal. » Elena ferma son ordinateur portable. « Je prépare des pâtes pour le dîner. Ruby devrait être rentrée vers 6h30. » Graham alla à la salle de bain pour se rafraîchir. Quand il revint dans la cuisine, Elena avait déjà commencé les préparatifs du dîner. Elle semblait joyeuse, peut-être excessivement. En 12 ans de mariage, il avait appris à décrypter ses humeurs, et il y avait quelque chose d'étrange dans son comportement. « Je vais prendre une bière et revoir quelques papiers, dit-il. Pas de problème. Graham ramassa son sac d'équipement et se dirigea vers le petit bureau à domicile qu'ils avaient aménagé dans l'ancienne chambre d'amis. Il vida le contenu du sac sur le bureau pour tout réorganiser correctement. C'est alors qu'il identifia le problème. L'enveloppe contenant l'argent ne se trouvait pas à son emplacement habituel au fond du compartiment principal du sac. Graham gardait invariablement l'argent dans une enveloppe manille glissée entre son manuel de sécurité et son classeur de rapports de travail. L'enveloppe était toujours là, mais elle avait été déplacée dans une autre section du sac. Graham ouvrit l'enveloppe et compta les billets. Au lieu de $1 500, il y en avait 9 cents. $600 manquaient. Il recompte pour confirmer. Clairement 9 cents. L'argent manquant était entièrement en billets de 20, exactement 30 billets. Graham mit l'argent de côté et examina le reste de son équipement. Rien d'autre ne semblait manquer. Son équipement de sécurité était au complet, ses rapports de travail étaient intacts, et même son chargeur de téléphone de secours était toujours dans la poche latérale où il l'avait laissé. Cependant, quelqu'un avait méticuleusement fouillé son sac, suffisamment pour découvrir la cachette d'argent et prendre précisément $600. Pas tout, juste assez pour que ce soit significatif, mais pas assez pour vider complètement l'enveloppe. Graham retourna dans la cuisine. Elena était en train de faire revenir du bœuf haché pour la sauce des pâtes, fredonnant doucement pour elle-même. « Elena, est-ce que quelqu'un est venu à la maison aujourd'hui ?»« Non. »« Pourquoi ? As-tu eu besoin de prendre quelque chose dans mon sac de travail pour une raison quelconque ?» Elle se tourna vers lui. « Non. Quelque chose ne va pas ? Quelqu'un a fouillé dans mon sac d'équipement. Il manque de l'argent. » L'expression d'Elena changea pour prendre un air inquiet. « Manquant ? Combien ? $600. Tu es sûr que tu ne l'as pas dépensé et oublié ? J'en suis certaine. » Elena se retourna vers la cuisinière. « C'est vraiment bizarre. Peut-être devrais-tu contacter la police. » Peut-être. Graham scruta attentivement son visage. Elle semblait sincèrement surprise par la nouvelle, mais il y avait quelque chose dans sa réaction qui ne semblait pas tout à fait authentique. « Je vais d'abord inspecter la maison, m'assurer qu'il n'y a aucune trace d'effraction. » Graham passa les 20 minutes suivantes à examiner les portes, les fenêtres et les points d'entrée potentiels. Tout semble sécurisé. Aucune rayure sur les serrures, aucun dommage au cadre de fenêtre. Pas d'empreinte de pas dans les parterres de fleurs autour de la maison. Mais en inspectant plus attentivement la porte arrière, il découvrit quelque chose d'intéressant. Une empreinte de chaussure partielle dans la terre près de la marche, à peine visible dans la lumière de fin d'après-midi. L'empreinte était celle d'une chaussure à talons hauts, étroite, avec un motif distinctif sur la semelle. Graham mesura grossièrement l'empreinte avec ses doigts. Elle était plus petite que sa propre pointure, mais plus grande que ce qu'Elena portait habituellement. Elena chaussait du 38 et portait généralement des ballerines ou des talons bas pour aller travailler. Cette empreinte semblait être celle d'un talon haut de pointure 39 ou 40. Il photographia l'empreinte avec son téléphone,
puis rentra à l'intérieur. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda Elena. Aucun signe évident d'effraction, mais il y a une empreinte de chaussure près de la porte arrière qui ne me semble pas familière. Probablement celle du facteur ou de quelqu'un qui faisait une livraison. Ils dînèrent avec Ruby lorsqu'elle rentra de son entraînement de soccer. La conversation était typique l'école, le soccer, les plans pour le week-end, mais Graham se surprit à étudier le comportement d'Elena tout au long du repas. Elle était visiblement plus bavarde que d'habitude, posant à Ruby des questions détaillées sur l'entraînement et faisant des projets pour une virée shopping samedi. Après que Ruby soit montée à l'étage pour faire ses devoirs, Graham aida Elena à ranger la cuisine pendant qu'elle remplissait le lave-vaisselle. Il mentionna avec désinvolture les problèmes sur le chantier. Des incohérences d'inventaire, dit-il. Des caisses qui auraient dû être inspectées, mais l'inspecteur était malade. Ça a l'air frustrant. Le plus étrange, c'est que les documents d'inspection étaient déjà signés avant même que je sois affecté à ce travail. Elena cessa de charger le lave-vaisselle. Qu'est-ce que cela implique? Cela signifie que quelqu'un a approuvé un inventaire qu'il n'a jamais réellement vérifié. Il pourrait s'agir de fraude ou d'incompétence. Dans tous les cas, c'est un problème. Tu as des ennuis? Pas si je documente tout correctement et que je suis le protocole. Graham essuya une casserole et la rangea dans le placard. Mais je me demande si quelqu'un n'a pas essayé de me piéger. Te piéger comment? Si j'avais continué le travail et que les anomalies avaient été découvertes plus tard, il semblerait que je n'ai pas fait mon travail correctement, ou que j'étais impliqué dans ce qui est arrivé à l'inventaire manquant. Elena finit de remplir le lave-vaisselle et commença à nettoyer le comptoir. Qui voudrait te piéger? C'est ce que j'essaie de déterminer. Ce soir-là, après qu'Elena se soit endormie, Graham se leva discrètement et se dirigea vers le bureau. Il avait l'intention de se plonger dans des recherches concernant les événements de la journée, en commençant par les documents d'inspection du chantier. Cependant, il résolut d'abord d'examiner quelque chose qui le préoccupait depuis le dîner. L'iPad de Ruby reposait, en charge, sur le bureau. Elle l'utilisait pour son travail scolaire et l'avait connecté au stockage cloud partagé de la famille pour sauvegarder ses projets académiques. Graham savait que le téléphone d'Elena était configuré pour partager les données de localisation avec le compte iCloud de la famille, principalement pour qu'ils puissent se localiser mutuellement en cas d'urgence. Il n'avait jamais utilisé cette fonctionnalité pour surveiller ses déplacements, mais ce soir lui semblait être une exception. Il ouvrit l'iPad et accéda à l'application localisée. Le téléphone d'Elena apparut sur la carte, avec une chronologie de ses emplacements récents. La plupart des points de données étaient familiers, la maison, son bureau, l'épicerie, l'école de Ruby. Cependant, il y avait un endroit que Graham ne reconnaissait pas, un repère sur Bleecker Street, dans le quartier des affaires du centre-ville, à environ 20 minutes de chez eux. Selon l'horodatage, Elena s'était trouvée à cet endroit pendant 2 heures le jeudi après-midi précédent. Graham fit un zoom sur le repère de la carte. L'adresse correspondait à un petit immeuble de bureaux avec plusieurs entreprises répertoriées dans l'annuaire. Un nom attira son attention, Merit Holdings Investment Advisors. Il n'avait jamais entendu Elena mentionner quoi que ce soit au sujet de conseillers en placement ou de planification financière au-delà de leur compte bancaire courant et de leur épargne retraite. Pourquoi aurait-elle passé 2 heures dans un bureau de placement sans en parler? Graham prit une capture d'écran des données de localisation et ferma l'iPad. Il commençait à discerner une tendance qui le troublait. L'argent manquant, la mystérieuse empreinte de chaussures, la visite inexpliquée à un conseiller en placement. Considéré individuellement, chaque incident pourrait avoir une explication innocente, mais collectivement, il suggérait qu'Elena était impliquée dans quelque chose qu'elle lui cachait. Le lendemain matin, Graham se fit porter pâle et se rendit en voiture à Bleecker Street. L'immeuble de bureau était un entrepôt transformé, avec un petit parking et des espaces commerciaux au rez-de-chaussée. Merit Holdings occupait une suite d'angles avec de grandes fenêtres donnant sur la rue. Graham se gara en face et scruta le bâtiment. Le bureau du conseiller en placement semblait tout à fait légitime, signalisation professionnelle, vitres propres et ce qui semblait être un petit espace de réception visible de la rue. Il était sur le point de partir quand la voiture d'Elena se gara sur le parking. Graham se laissa tomber sur son siège et regarda Elena sortir de sa voiture et marcher d'un pas assuré vers l'entrée du bâtiment. Elle était vêtue de manière plus formelle que d'habitude, portant un tailleur qu'il ne reconnaissait pas et des talons hauts qui auraient pu laisser l'empreinte qu'il avait découverte près de leur porte de derrière. Elena disparut dans le bâtiment. Graham nota l'heure, 10h15 du matin, un jeudi. Selon les données de localisation de son téléphone,
elle s'était trouvée là presque exactement à la même heure la semaine précédente. Graham attendit 45 minutes avant qu'Helena ne sorte du bâtiment, mais elle n'était pas seule. Un homme d'une quarantaine d'années l'accompagna jusqu'au parking. Grand, bien habillé, avec l'assurance qui suggère la réussite dans les affaires. L'homme dit quelque chose qui fit rire Helena. Puis, il lui remit ce qui semblait être un dossier ou une enveloppe avant de monter dans une BMW garée près de l'entrée du bâtiment. Helena resta assise dans sa voiture pendant plusieurs minutes après le départ de l'homme, examinant apparemment le contenu de ce qu'il lui avait donné. Puis, elle démarra son moteur et s'éloigna. Graham la suivit à distance, mais Helena rentra directement chez elle. Il attendit 10 minutes avant de rentrer lui-même à la maison. « Comment te sens-tu » demanda Helena quand il entra. « Mieux que ce matin. »« Un peu mieux, je crois. J'avais juste besoin de me reposer. »« Tant mieux. Je devais faire quelques courses pendant que tu dormais. » Graham acquiesça et alla chercher du café dans la cuisine. Helena avait déclaré qu'elle faisait des courses, mais elle était restée au bureau du conseiller en investissement pendant près d'1 heure, et elle avait reçu une sorte de document de l'homme qui l'avait raccompagnée à sa voiture ce soir-là. Pendant qu'Helena aidait Ruby avec ses devoirs, Graham sortit la poubelle et prit soin d'examiner le contenu du sac de la cuisine. Presque au fond, sous le marc de café et les restes de nourriture, il trouva une enveloppe de format légal froissée. Graham déplia l'enveloppe avec précaution. Elle était adressée à Monsieur et Madame Graham Blackstone et provenait de Pinacle Home Landin. À l'intérieur se trouvait une proposition de refinancement de leur maison, un document qui incluait la signature de Graham sur plusieurs pages. Le problème était que Graham n'avait jamais vu ce document auparavant, et qu'il ne l'avait certainement pas signé. La signature semblait convaincante à première vue, mais Graham connaissait suffisamment bien sa propre écriture pour repérer les différences subtiles. Quelqu'un avait falsifié sa signature avec une habileté considérable, mais avait légèrement modifié l'angle de son jet et rendu le trait final de son nom de famille trop incurvé. Graham photographia chaque page du document avec son téléphone, puis le remit soigneusement dans la poubelle. La proposition de refinancement portait sur un montant important, suffisant pour accéder à la quasi-totalité de la valeur nette qu'ils avaient accumulée sur la maison en 12 ans de remboursements hypothécaires. Si Helena avait signé et soumis les documents avec sa signature falsifiée, elle pourrait potentiellement accéder à des dizaines de milliers de dollars à son insu ou sans son consentement. L'argent apparaîtrait comme un prêt légitime garanti par leur maison en copropriété. Graham passa le reste de la soirée à agir normalement, tandis que son esprit s'emballait face aux implications. Helena était clairement impliquée avec quelqu'un chez Merit Holdings qui avait accès à des documents financiers sophistiqués et à la capacité de falsifier des signatures de manière convaincante. L'argent manquant dans son sac d'équipement avait pu être un test, un moyen de voir s'il prêtait une attention particulière à leurs finances. Le lendemain matin, Graham appela leur banque et demanda à consulter l'activité de leur compte en ligne. Tout semblait normal sur leur compte courant et d'épargne, mais lorsqu'il accéda à leur ligne de crédit sur valeur domiciliaire, il constata un retrait récent de 24 000 $. Le retrait était daté de 3 jours auparavant, le même jour où Helena s'était rendue chez Merit Holdings pour la 2e fois. Selon les registres de la banque, la transaction avait été initiée en ligne en utilisant les identifiants de connexion de Graham et d'Helena. Graham savait qu'ils n'avaient autorisé aucun retrait de leur marge de crédit hypothécaire. Il vérifiait rarement ce compte, car il ne l'avait utilisé qu'une seule fois auparavant pour d'importants travaux de réparation de leur maison il y a 5 ans. Cependant, quelqu'un ayant accès à leurs informations financières communes aurait pu initier le retrait s'il possédait les bons numéros de compte et les informations d'identification de sécurité. Helena avait cet accès en tant que son épouse, et elle s'occupait également de la plupart de leurs opérations bancaires courantes et du paiement des factures. Graham ferma l'ordinateur portable et essaya de réfléchir à ses options. Confronter Helena directement l'alerterait sur le fait qu'il savait que quelque chose clochait, mais cela pourrait ne pas susciter toute la vérité sur ce dans quoi elle était impliquée. S'adresser à la police exigerait une preuve de fraude, qu'il n'avait pas encore, seulement des circonstances suspectes et une signature falsifiée sur un document qui avait été jeté. Ce dont il avait besoin, c'était de plus d'informations sur Merit Holdings et l'homme qu'il avait vu avec Helena. Et il avait besoin de comprendre l'ampleur du stratagème financier qui se déroulait. Graham retourna en voiture à Bleecker Street et se gara là où il pouvait observer le bureau d'investissement. Au cours des 3 heures suivantes, il observa plusieurs personnes entrer et sortir du bâtiment. La plupart semblaient être des visiteurs d'affaires ordinaires, mais un homme attira son attention vers 14 heures. Un homme corpulent en costume coûteux passa près d'1 heure dans le bureau de Merit Holdings. Quand il partit, il était visiblement agité, marchant rapidement,
parlant au téléphone dans ce qui semblait être une conversation animée. Graham réussit à prendre une photo de la plaque d'immatriculation de l'homme alors qu'il s'éloignait en voiture. Plus tard, en utilisant le site web des registres fonciers du comté, il parvint à relier le numéro de plaque à un restaurateur local nommé Frank Castellano. Une recherche rapide en ligne révéla que Castellano avait été impliqué dans un procès l'année précédente concernant un investissement immobilier raté. L'affaire avait été réglée à l'amiable, mais les registres publics montraient qu'il avait perdu une somme d'argent importante dans ce qui était décrit comme un stratagème d'investissement frauduleux. Graham commençait à comprendre le schéma. Merit Holdings semblait cibler des personnes pour des fraudes financières sophistiquées, en utilisant peut-être de faux documents et le vol d'identité pour accéder à leurs actifs. Elena s'était d'une manière ou d'une autre impliquée dans ce stratagème, soit en tant que victime, soit en tant que participante. Mais Graham ignorait toujours pourquoi Elena risquerait leur mariage et leur sécurité financière pour quelques sommes d'argent qu'elle pourrait tirer de cet arrangement. Ils n'étaient pas riches, mais pas non plus dans le besoin. Les mensualités de leurs prêts immobiliers étaient gérables, le fonds d'épargne pour les études de Ruby augmentait régulièrement, et ils avaient suffisamment d'économies pour faire face à la plupart des urgences, à moins qu'Elena ne soit dans un type de problème qui exigeait un accès immédiat à de grosses sommes d'argent. Ce soir-là, Graham décida de tester sa théorie. Au cours du dîner, il mentionna avec désinvolture qu'il pensait à leur planification financière. « Je regardais nos comptes de retraite aujourd'hui, dit-il. Nous sommes en assez bonne posture. Mais je pense que nous devrions probablement parler à un conseiller financier pour optimiser notre stratégie d'investissement. » La réaction d'Elena fut immédiate et subtile. Elle cessa de manger un instant, et son expression changea avant qu'elle ne reprenne ses esprits. « Cela semble être une bonne idée, dit-elle. As-tu quelqu'un en tête? Je pensais faire des recherches d'abord. Peut-être regarder les conseillers en placement dans la région, voir qui a la meilleure réputation. Je pourrais aider avec ça si tu veux. Je suis devenu assez bon en matière de recherche grâce à mon travail. Merci. Je te ferai savoir ce que je trouve. » Après le dîner, Elena parut préoccupée et se retira se coucher plus tôt que d'habitude. Graham attendit d'être certain qu'elle dormait avant de s'aventurer dans le bureau à domicile pour effectuer des recherches approfondies sur Silas Merritt et Merritt Holdings. Ces découvertes se révélèrent inquiétantes. Silas Merritt avait pratiqué le droit jusqu'en 2018, date à laquelle il avait été radié du barreau pour des violations impliquant les fonds fiduciaires de ses clients. Depuis lors, il avait été impliqué dans de nombreuses entreprises immobilières qui s'étaient soldées par un désastre pour les investisseurs. Les registres du tribunal de comté indiquaient que Merritt avait été poursuivi en justice au moins 4 fois au cours des 3 années précédentes pour divers cas de malversation financière. Bien que la plupart de ces affaires aient été réglées à l'amiable, une tendance se dégageait. Merritt était spécialisé dans des escroqueries complexes ciblant les propriétaires de biens de classe moyenne. Graham découvrit également un autre détail intrigant dans plusieurs documents judiciaires. Merritt avait été représenté par le même cabinet d'avocats qui s'occupait des actes de vente immobilière pour les grands projets immobiliers du comté. Ce cabinet entretenait des liens avec les banques locales, les sociétés de titres et les bureaux municipaux, le type de connexion qui pouvait rationaliser la fraude documentaire complexe. Il était près de 2 heures du matin lorsque Graham ferma finalement l'ordinateur portable. Il comprit alors qu'Elena était impliquée avec un individu possédant à la fois la motivation et la capacité d'orchestrer des crimes financiers sophistiqués. Les faux documents de refinancement et le retrait de la ligne de crédit hypothécaire n'étaient probablement que le premier acte. Graham avait besoin d'aide, mais il devait également faire preuve de prudence. Toute action précipitée ou ostensible pourrait inciter Elena et ses complices à liquider potentiellement leurs actifs restants et à disparaître. Inversement, tout retard pourrait l'exposer à des accusations criminelles en tant que complice involontaire d'une fraude. Le lendemain matin, Graham appela Tom S., un avocat civil avec lequel il avait collaboré des années auparavant sur un litige contractuel avec un ancien employeur. Graham exposa la situation en termes généraux, omettant le nom d'Elena. « Ce que vous décrivez ressemble à une escroquerie sophistiquée impliquant un vol d'identité et une fraude documentaire, remarqua Tom. Les auteurs ciblent probablement des couples ayant un important capital immobilier et de solides antécédents de crédit. Quel plan d'action conseilleriez-vous à une personne dans cette situation ? Demanda Graham. Documentez tout méticuleusement, mais abstenez-vous d'affronter directement le conjoint suspecté. Ces escroqueries piègent généralement plusieurs victimes et impliquent des sommes d'argent importantes. Si vos informations conduisent à des accusations criminelles, vous voulez être établi sans équivoque comme une victime plutôt qu'un complice potentiel.
Qu'en est-il de la sauvegarde des actifs qui restent non compromis, insista Graham. C'est là que la situation devient délicate. Le fait d'initier des transferts de fonds ou de modifier l'accès au compte pourrait alerter les fraudeurs. Pourtant, l'inaction risque de tout perdre. Tom proposa une stratégie conçue pour offrir à Graham une certaine protection tout en recueillant d'autres preuves. Il créerait une entité commerciale légitime, un partenariat associé à l'entreprise de feux d'artifice de Graham. Cela nécessiterait la signature d'Helena sur divers documents. Si Helena signait sans examen approfondi, Graham aurait des motifs légaux pour affirmer qu'elle avait transféré sans le savoir certains actifs sous son contrôle exclusif. Ce n'est pas infaillible, prévint Tom, mais cela vous offre une certaine couverture juridique et peut entraver le progrès de toute escroquerie en cours. Graham consacra le week-end à préparer les documents relatifs au partenariat commercial. Il avait généré des documents qui donnaient l'impression d'une simple expansion de son entreprise de pyrotechnie, mais qui, en réalité, le désignaient comme l'unique associé gérant de tous les actifs détenus en commun et transférés à l'entité commerciale. Le lundi soir, Graham présenta les papiers à Helena, les présentant comme une opportunité commerciale légitime. « J'envisage de développer l'entreprise de feux d'artifice », commença-t-il. « Peut-être soumissionner pour des contrats plus importants, voire acquérir du matériel supplémentaire. Tom m'a aidé à mettre en place une structure de partenariat qui pourrait générer certains avantages fiscaux. » Helena parcourut les documents avec désinvolture. Ça a l'air plutôt complexe. La majeure partie est du jargon juridique standard. L'important, c'est que cela établit l'entreprise comme une entité distincte à des fins fiscales. De plus, cela nous permet de déduire certaines de nos dépenses immobilières en tant que frais professionnels. « Est-ce que je dois signer quelque chose ?» demanda Helena. « Juste quelques pages où nous transférons une partie de nos actifs communs à l'entité commerciale. C'est principalement pour la protection de la responsabilité civile. » Helena apposa sa signature sur les documents sans les examiner attentivement. Graham observa sa plume tracer les lignes de signature, transférant officiellement leur marge de crédit sur valeur domiciliaire et deux comptes d'investissement dans un partenariat commercial où Graham détenait l'autorité de gestion exclusive. « Merci, » dit Graham en ramassant les documents signés. Tom suggère que cela devrait nous faire économiser quelques milliers de dollars par an en impôts. C'est excellent. Chaque petit plus est bénéfique. Cependant, Graham remarqua qu'Helena semblait distraite tout au long de la conversation, vérifiant fréquemment son téléphone et semblant attendre quelque chose. Vers 9 heures du soir, Helena déclara qu'elle devait aller faire des courses. « À cette heure-ci » questionna Graham. « Je préfère faire les courses avant la ruée du week-end. Je serai de retour dans 1 heure. » Helena partit, mais Graham soupçonnait fortement qu'elle ne se dirigeait pas vers l'épicerie. Il attendit 15 minutes avant de se rendre en voiture à Bleecker Street pour vérifier si la voiture d'Helena était garée au bureau de Merritt Holdings. L'immeuble de bureau était en grande partie sombre, mais le véhicule d'Helena était présent sur le parking, à côté de la BMW appartenant à l'homme avec lequel Graham l'avait déjà vu. Un troisième véhicule, une camionnette que Graham ne connaissait pas, était également présent. Graham se gara de l'autre côté de la rue et s'installa pour observer. À travers les fenêtres du bureau d'investissement, il pouvait distinguer plusieurs personnes qui se déplaçaient, semblant être engagées dans une réunion. Après environ 40 minutes, la réunion sembla se terminer. Helena et l'homme en costume d'affaires sortirent ensemble de l'immeuble, suivis d'une troisième personne, une femme que Graham ne reconnaissait pas. Mais alors, Graham fut témoin de quelque chose qui changea tout. La troisième personne était Victor Kellman, le chef de chantier des feux d'artifice. Victor, qui avait mis en garde Graham contre le montage concernant les écarts d'inventaire. Victor, qui avait accès à l'emploi du temps de Graham et à ses affectations de travail. Victor, qui aurait pu fournir à Helena des informations sur les habitudes de travail et la situation financière de Graham. Graham regarda Victor serrer la main de l'autre homme et monter dans sa camionnette. Helena et l'homme d'affaires conversèrent encore plusieurs minutes avant de monter dans leurs voitures respectives et de partir dans des directions différentes. Graham comprit alors toute l'étendue de la situation. Helena n'était pas seulement impliquée dans une escroquerie financière aléatoire. Elle collaborait avec quelqu'un qui avait une connaissance privilégiée de la vie professionnelle de Graham. Victor aurait pu orchestrer les écarts d'inventaire qui avaient failli mettre Graham en danger. Victor savait quand Graham serait absent de la maison pour le travail, offrant à Helena des occasions de rencontrer ses associés sans éveiller les soupçons. De plus, Victor avait été en mesure d'examiner le matériel de travail de Graham et de dérober l'argent de son sac,
testant si Graham était attentif aux détails qui pourraient exposer le complot plus vaste. Graham rentra chez lui et attendit le retour d'Helena. Elle arriva vers 10h45 du soir, portant un petit sac de provisions, juste suffisant pour corroborer son histoire de visite au magasin. « Comment s'est passée la course » demanda Graham. « Bien. Plutôt calme pour un lundi soir. » Graham consacra les jours suivants à documenter discrètement les activités d'Helena et à recueillir des renseignements sur les personnes avec lesquelles elle collaborait. Il utilisa les données de localisation de son téléphone pour établir un schéma de réunion régulière avec Silas Merritt. Il prit également des photos d'Helena, Victor et Merritt ensemble devant le bureau de Bleecker Street. Simultanément, Graham commença à préparer une confrontation plus directe. Thomas l'avait aidé à établir un contrôle légal sur leurs principaux actifs, mais Graham savait qu'Helena et ses associés n'abandonneraient pas leur combine sans résistance une fois qu'ils réaliseraient qu'elle avait été découverte. Le jeudi soir, Graham décida qu'il était temps de passer à l'action. Il se rendit tôt à Bleecker Street et se positionna pour observer les bureaux de Merritt Holdings. Comme prévu, Helena arriva vers 6 heures du soir pour ce qui était devenu sa réunion hebdomadaire. Cependant, cette fois, Graham ne se contenta pas d'observer de loin. Après qu'Helena fut à l'intérieur depuis environ 20 minutes, il s'approcha de l'immeuble de bureau et entra par l'entrée principale. L'annuaire de l'immeuble indiquait que Merritt Holdings était situé dans la suite 3B. Graham monta les escaliers jusqu'au 3e étage et localisa la porte du bureau, qui portait une signalétique d'aspect professionnel. À travers le panneau de verre dépoli adjacent à la porte, Graham pouvait distinguer plusieurs personnes assises autour de ce qui semblait être une table de conférence. Il reconnut la voix d'Helena, ainsi que 2 voix d'hommes, dont l'une appartenait à Silas Merritt. Graham colla son oreille contre la porte et écouta attentivement. La conversation portait sur quelque chose appelé le transfert de la propriété de Blackstone, ce dont Graham réalisa être une référence à sa propre résidence. Les documents devraient être finalisés d'ici la semaine prochaine, disait Merritt. Une fois que nous aurons un titre de propriété clair, nous pourrons procéder à la vente à la société de développement. Et Graham, demanda Helena. Il a posé des questions sur nos finances, répondit Merritt, c'est pourquoi nous avons accéléré le calendrier. Avant qu'il ne se rende compte de ce qui s'est passé, la propriété sera vendue et les fonds seront en sécurité à l'étranger. Graham en avait assez entendu. Helena et Merritt conspiraient pour voler sa maison par le biais de transferts de documents frauduleux, puis la vendre à une société de développement et se partager les bénéfices. Les documents de partenariat commercial qu'Helena avait signés plus tôt dans la semaine étaient probablement destinés à faciliter le transfert de propriété en établissant son pouvoir légal d'agir au nom de leurs actifs détenus conjointement. Cependant, Graham possédait un avantage significatif inconnu d'Helena. Les documents de partenariat qu'elle avait signés accordaient en réalité à Graham le contrôle exclusif de la propriété, et non à Helena. Si elle tentait de transférer le titre de propriété sans son autorisation expresse, elle commettrait une fraude en utilisant des documents dépourvus d'autorité légale. Graham quitta discrètement le bâtiment et rentra chez lui. Il passa la soirée à simuler la normalité, aidant Ruby avec ses devoirs scolaires et regardant des programmes télévisés avec Helena. Cependant, intérieurement, il élaborait méticuleusement ses actions ultérieures. Le lendemain matin, Graham rencontra Thomas pour examiner ses recours légaux. D'après les informations que vous avez fournies, votre femme est impliquée dans un complot visant à vous priver illégalement de votre résidence principale, affirma Tom. L'aspect favorable est que les documents de partenariat qu'elle a signés vous protègent en réalité de la majorité des préjudices potentiels. L'aspect défavorable est qu'elle a probablement déjà commis plusieurs crimes. Quelle ligne de conduite préconisez-vous? Nous devons empêcher leur tentative de transférer la propriété. Je vais déposer une requête d'urgence pour interdire toute transaction impliquant vos actifs détenus conjointement. De plus, je vais informer le bureau du procureur de district de la fraude suspectée. Qu'en est-il d'Helena? Cela dépend si vous souhaitez résoudre cette affaire en privé ou si vous avez l'intention d'engager des poursuites pénales. Graham réfléchit délibérément à la question. Helena avait trahi leurs vœux matrimoniaux et leur stabilité financière, cependant, elle était aussi la mère de Ruby. Toutes les conséquences juridiques qu'Helena rencontrerait affecteraient également leur fille. Laissez-moi essayer de résoudre cela directement d'abord, décida Graham. Si cela s'avère infructueux, nous engagerons des poursuites pénales. Ce soir-là, Graham décida de confronter Helena, mais il chercha à le faire d'une manière qui lui donnerait l'occasion d'élucider ses actions et de collaborer potentiellement à la réparation de tout préjudice déjà causé. Il attendit que Ruby soit à l'entraînement de football,
puis fit asseoir Elena dans le salon pour une discussion grave. « Elena, je suis au courant de Silas Merritt et des réunions sur Bleecker Street. » Le visage d'Elena devint complètement pâle. « Je ne sais pas à quoi tu fais allusion. Je suis au courant des faux documents de refinancement, du retrait de la ligne de crédit sur la valeur domiciliaire et du stratagème visant à transférer le titre de propriété de la maison. Je suis également au courant que Victor Kellman est impliqué. » Elena le fixa pendant un long moment, après quoi son sang-froid se désintégra complètement. Elle commença à pleurer et à trembler, incapable d'articuler des mots cohérents. Graham attendit qu'elle retrouve suffisamment de calme pour parler. « Comment avez-vous pu le vérifier ?» finit-elle par demander. « Je surveille vos mouvements et je collecte les preuves depuis 2 semaines. La question pertinente est plutôt, pourquoi vous êtes-vous impliqué dans cette affaire ?» Elena s'essuya les yeux et regarda Graham avec une expression de désespoir et de honte. « Je dois des sommes d'argent à des personnes qui ne tolèrent pas les retards de paiement, dit-elle. Une somme d'argent considérable. Quel genre de personnes ? J'ai commencé à jouer en ligne il y a environ 6 mois. Simplement de petites sommes au début, mais j'ai continuellement perdu et essayé de récupérer mes pertes. J'ai finalement emprunté de l'argent à une société de prêt qui applique des taux d'intérêt extrêmement élevés. » Graham sentit son estomac se nouer. « Quelle somme d'argent ? 40 000 $, plus les intérêts et les pénalités. Ils exigent un total de 60 000 $. Et ils vous ont clairement fait comprendre ce qui arrive à ceux qui ne respectent pas leurs engagements. » Les chiffres étaient sidérants. Elena avait accumulé une dette équivalente à plus de la moitié du revenu annuel de Graham, et elle le lui avait complètement caché pendant des mois. Ainsi, vous vous êtes impliqué avec Merritt pour voler notre maison et utiliser cet argent pour rembourser vos dettes de jeu. Il n'était pas question de vol. Silas a affirmé que nous pouvions refinancer la maison pour obtenir suffisamment d'argent pour rembourser mes dettes, et qu'ensuite, nous pourrions rembourser les mensualités du prêt immobilier grâce aux revenus de ces investissements. Il a affirmé qu'il s'agissait d'un arrangement temporaire qui résoudrait mon problème sans vous affecter. Elena, cet homme est un escroc condamné. Il a été radié du barreau pour avoir détourné des fonds à ses clients. Je le sais maintenant, mais lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, il avait l'air légitime, et j'étais désespéré. Graham s'efforça de prendre conscience de l'ampleur de la situation. Elena avait non seulement trahi leur vœu de mariage en lui mentant sur son addiction au jeu, mais elle s'était également impliquée avec des criminels qui menaçaient désormais leur sécurité et leur stabilité financière. Que deviez-vous faire exactement pour Merritt ? J'étais censé lui fournir des informations sur nos finances et l'aider à préparer des documents qui lui permettraient d'avoir temporairement accès à notre capital immobilier. Il a affirmé qu'il pouvait transformer 24 000 $ en une somme suffisante pour rembourser mes dettes en quelques mois. Et Victor ? Comment a-t-il été impliqué ? Victor m'a abordé lors d'un pique-nique d'entreprise l'année dernière. Il a affirmé qu'il était au courant de mes problèmes de jeu parce qu'il m'avait vu au casino. Il m'a proposé de m'aider à trouver un moyen de rembourser mes dettes sans que tu ne le saches. Graham réalisa que Victor avait conçu ce plan depuis des mois, se positionnant méticuleusement pour manipuler à la fois le désespoir d'Elena et la situation professionnelle de Graham. Elena, ces gens sont des criminels. Ils n'ont jamais eu l'intention de vous aider à rembourser vos dettes. Ils prévoyaient de voler notre maison, de la vendre à une société immobilière et de s'enfuir avec l'argent. Que veux-tu dire ? Graham expliqua ce qu'il avait entendu au bureau de Merritt Holdings. Le visage d'Elena passa de la honte à l'horreur lorsqu'elle réalisa qu'elle avait été utilisée comme complice involontaire d'un plan visant à voler tout ce pour quoi ils avaient travaillé pendant plus de 12 ans de mariage. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-elle. « J'ai déjà pris des mesures juridiques pour protéger nos biens. Les documents de partenariat que vous avez signés la semaine dernière ont en réalité transféré le contrôle de nos principaux comptes à moi, et non à Merritt. S'il essaie d'accéder à notre argent maintenant, il commettra une fraude. Tu m'as piégé pour que je signe ces documents. Je nous ai protégés des conséquences de vos décisions imprudentes. La question importante maintenant est de savoir si vous êtes prête à m'aider à arrêter Merritt et Victor avant qu'ils ne trouvent un autre moyen de nuire à notre famille. » Elena resta silencieuse pendant plusieurs minutes, s'efforçant manifestement d'assimiler toutes les implications de ce que Graham venait de lui révéler. « Qu'est-ce que je devrais faire ? Coopérer avec les forces de l'ordre et les aider à recueillir des preuves contre Merritt et Victor. En échange, le procureur pourrait être disposé à vous considérer comme une victime de l'escroquerie plutôt que comme une complice. Et si je ne coopère pas ? Alors vous risquez d'être accusé de fraude aux côtés de Merritt et Victor. » Elena accepta de coopérer,
mais Graham sentit qu'elle lui cachait encore quelque chose. Ce soir-là, après que Ruby soit allée se coucher, il insista pour qu'elle lui donne plus de détails sur son implication dans l'affaire. « Il y a autre chose que tu ne me dis pas », déclara Graham. Helena le regarda avec une expression de défaite totale. « Silas veut que je fasse autre chose, dit-elle. Quelque chose qui vous rendrait impossible d'empêcher le transfert de propriété. Quel genre de chose? Il souhaite que je signe des documents qui vous déclareraient mentalement inapte à gérer nos finances. Ces documents me donneraient une procuration pour agir en votre nom pour toutes les questions juridiques et financières. » Graham sentit un frisson le parcourir. Si Helena signait des documents affirmant qu'il était mentalement incompétent, Merritt pourrait potentiellement utiliser cela comme justification pour toutes les transactions financières qu'il voudrait effectuer. Graham pourrait se retrouver légalement impuissant à empêcher le vol de ses propres biens. Quand êtes-vous censé signer ces documents? Demain soir. Silas organise un dîner avec des investisseurs, et il veut que j'apporte les papiers signés. Graham réalisa que c'était une occasion de recueillir des preuves contre Merritt et potentiellement de l'appréhender en flagrant délit de sollicitation de fraude. Helena, je veux que tu assistes à ce dîner, mais tu porteras un appareil d'enregistrement et tu ne signeras rien. Et si Silas se méfie? Dis-lui que tu veux d'abord examiner les documents avec un avocat. Cela nous donnera le temps de mettre en place l'enregistrement et de nous coordonner avec les forces de l'ordre. Le lendemain, Graham rencontra Thomas et le détective Sarah Morrison de la brigade financière du comté. Le détective Morrison était expérimenté dans les crimes financiers et comprit immédiatement la complexité du stratagème que Graham décrivait. « Cela ressemble à une opération sophistiquée, déclara-t-elle. Si nous obtenons des enregistrements de Merritt sollicitant une fraude documentaire, nous aurons suffisamment de preuves pour des accusations criminelles contre toutes les personnes impliquées. » Ils équipèrent Helena d'un minuscule appareil d'enregistrement et lui fournirent des instructions spécifiques sur ce qu'elle devait dire et faire pendant le dîner. Le plan était qu'Helena encourage Merritt à exposer toute l'étendue de son stratagème tandis que les forces de l'ordre se positionnaient à l'extérieur du restaurant. Souvenez-vous, vous essayez de l'amener à admettre qu'il prévoit d'utiliser de faux documents pour détourner des biens, transmit le détective Morrison à Helena. Plus il fournit de détails précis, plus notre dossier sera solide. Le dîner était prévu pour 7 heures du soir dans un restaurant chic du centre-ville. Graham et le détective Morrison se garèrent de l'autre côté de la rue où ils pouvaient observer l'entrée tout en écoutant le flux audio de l'appareil d'enregistrement d'Helena. Helena arriva au restaurant à l'heure et fut placée à une table avec Silas Merritt et 2 autres hommes que Graham ne reconnaissait pas. D'après leur conversation, les autres hommes semblaient être des investisseurs dans les divers projets immobiliers de Merritt. Pendant les 30 premières minutes, la conversation fut une discussion d'affaires de routine concernant les valeurs immobilières et les opportunités de développement. Cependant, au fur et à mesure que la soirée avançait, Merritt devint plus précis concernant ses méthodes. La clé de cette affaire est de comprendre comment opérer au sein du système juridique, expliqua Merritt à ses compagnons de dîner. La majorité des propriétaires ne comprennent pas vraiment les documents qu'ils signent, surtout si vous les présentez dans le contexte approprié. Que entendez-vous par le contexte approprié? Demanda l'un des investisseurs. Par exemple, si quelqu'un est confronté à des difficultés financières, il est beaucoup plus susceptible de signer des documents sans les lire attentivement, surtout si vous présentez la transaction comme une solution à sa situation immédiate. Helena prit la parole. Comme les documents de procuration que vous voulez que je signe. Précisément. Votre mari a l'illusion qu'il contrôle vos finances, mais avec votre signature sur ces documents, vous aurez l'autorité légale d'agir en son nom dans toute transaction financière. Il sera impuissant à empêcher notre accès à la totalité des capitaux propres de votre propriété. Graham et le détective Morrison échangèrent des regards entendus. Merritt venait d'avouer une conspiration visant à commettre une fraude, et l'intégralité de l'aveu était méticuleusement enregistrée. Cependant, Merritt n'avait pas encore terminé son exposé de ses méthodes. La véritable brillance de cette approche réside dans sa légalité superficielle, continua-t-il. Nous ne recourons pas à l'effraction ni à la falsification de signature. Nous nous contentons d'utiliser des instruments juridiques légitimes pour faciliter le transfert de biens de personnes qui n'ont pas une compréhension globale du système vers celles qui possèdent ces connaissances. Le deuxième investisseur demanda, qu'en est-il du mari? Que se passe-t-il quand il s'aperçoit de ce qui se passe? Au moment où il comprendra la situation, répondit Merritt, la propriété aura été liquidée, et le produit sera en sécurité dans des comptes offshore. Il peut nous inonder de plaintes et de procès à sa guise, mais la procédure judiciaire est longue, elle s'étend sur des années, et nous serons partis depuis longtemps.
Elena posa alors la question que le détective Morrison lui avait méticuleusement appris à poser, et si Graham tente d'empêcher le transfert de propriété avant que nous finalisions la vente? Merritt rétorqua, c'est précisément pour cela que nous avons accéléré le calendrier. Victor a déjà fabriqué des preuves destinées à impliquer Graham dans le vol de l'inventaire de feux d'artifice. S'il tente de nous créer des difficultés, nous fournirons simplement aux autorités des preuves irréfutables qu'il a dérobé des explosifs et les a vendus au marché noir. Graham sentit sa tension artérielle monter en flèche. Victor avait non seulement facilité l'implication d'Elena dans le plan ignoble de Merritt, mais il avait aussi habilement piégé Graham pour qu'il assume la responsabilité des écarts d'inventaire sur le chantier. Quel genre de preuves, sonda Elena. Des registres d'inventaire falsifiés qui montrent ostensiblement Graham validant des expéditions avec 20 livres d'explosifs manquantes. Victor s'est méticuleusement assuré que la signature de Graham figure sur tous les documents pertinents. De plus, nous avons des témoins prêts à témoigner que Graham a eu un comportement suspect pendant le processus d'inventaire. Le détective Morrison prenait des notes avec une diligence fervente. Merritt confessait sans embâche une multitude de délits, notamment une association de malfaiteurs visant à commettre une fraude, un vol d'identité et le dépôt de fausses plaintes. La conversation lors du dîner se prolongea pendant une heure supplémentaire, Merritt fournissant des détails encore plus complexes concernant ses méthodes et son intention d'utiliser les fonds provenant de la vente de la propriété. À la fin de la rencontre clandestine, les forces de l'ordre disposaient d'une quantité de preuves enregistrées suffisante pour étayer des accusations criminelles contre Merritt, Victor et potentiellement plusieurs autres individus impliqués dans ce schéma complexe. Elena quitta le restaurant sans apposer sa signature sur aucun document, informant Merritt qu'elle avait besoin de plus de temps pour réfléchir aux documents de procuration. Merritt sembla satisfait de son explication et lui demanda de le contacter lorsqu'elle serait prête à procéder. Le lendemain matin, le détective Morrison obtint des mandats d'arrêt contre Silas Merritt et Victor Kellman. Les deux hommes furent appréhendés avant qu'ils ne puissent pleinement comprendre qu'Elena collaborait avec les forces de l'ordre. Graham ressentit un mélange complexe de soulagement et de colère en observant l'arrestation de Victor à l'entrepôt de feux d'artifice. L'homme avait méticuleusement comploté pour anéantir la carrière et la réputation de Graham en tant qu'élément essentiel d'un plan de vol élaboré. Cependant, le soulagement de Graham fut considérablement tempéré par la dure réalité que son mariage était, à toutes fins utiles, irrémédiablement terminé. Elena l'avait trahi d'une manière qui transcendait les limites de la simple fraude financière. Elle avait imprudemment dilapidé leur sécurité financière, s'était livrée à des mois de tromperie et avait conspiré avec des criminels pour dérober leur maison. Les procédures judiciaires se déroulèrent avec une rapidité remarquable. Après les arrestations de Merritt et Victor, les deux hommes choisirent de coopérer pleinement avec les procureurs dans l'espoir fervent d'obtenir des peines réduites. Leurs témoignages exhaustifs révélèrent toute l'ampleur du système de fraude, qui avait insidieusement ciblé au moins 12 autres familles du comté au cours des 2 années précédentes. Elena fut officiellement accusée de complot en vue de commettre une fraude, mais sa coopération extensive avec les forces de l'ordre aboutit à un accord de plaidoyer qui lui évita l'incarcération en échange de paiements de restitution et de travaux d'intérêt général dédiés. L'affaire pénale révéla également les profondeurs de l'obsession d'Elena pour le jeu. Les relevés bancaires démontraient sans équivoque qu'elle avait gaspillé plus de 60 000 $ dans des activités de jeu en ligne sur une période de 8 mois, en utilisant des cartes de crédit, des prêts personnels et, finalement, des avances de fonds provenant de prêteurs usuraires. Graham entama une procédure de divorce à peine 3 semaines après l'arrestation d'Elena. Les procédures furent inévitablement compliquées par l'affaire de fraude financière en cours, mais Thomas protégea habilement les intérêts de Graham en démontrant de manière concluante qu'Elena avait agi à son insu ou sans son consentement explicite dans toutes les transactions frauduleuses. Ruby vécut le divorce et les démêlés judiciaires d'Elena avec une difficulté considérable, mais Graham s'efforça assidûment de cultiver un environnement familial stable pour sa fille bien-aimée pendant qu'Elena effectuait sa peine de travaux d'intérêt général et participait à un traitement obligatoire pour son obsession du jeu. 6 mois après les premières arrestations, Graham reçut un appel du détective Morrison, lui apportant une nouvelle inattendue. « Nous avons réussi à récupérer la majeure partie des fonds de votre ligne de crédit hypothécaire », annonça TL. Merritt avait dissimulé les fonds dans des comptes que nous avons pu retracer et par la suite bloqués. Vous devriez vous attendre à récupérer environ 18 000 des 24 000 $ qui ont été obtenus illégalement. La restitution financière s'avéra utile, mais Graham reconnut que la véritable étendue des dommages infligés par la profonde trahison d'Elena ne pouvait être quantifiée avec précision en simples termes monétaires. Leur mariage s'était effondré, leur famille était irrémédiablement brisée, et Ruby serait inévitablement confrontée aux conséquences à long terme des choix mal avisés de sa mère pendant de nombreuses années à venir. Cependant,
Graham reconnut également qu'il avait tiré des leçons inestimables sur lui-même durant cette crise tumultueuse. Confronté à une menace multiforme pour tout ce qu'il avait assidûment travaillé à accomplir, il avait démontré sa capacité à penser stratégiquement, à agir de manière décisive et à protéger résolument ce qui avait le plus d'importance dans sa vie. Assis dans son bureau à domicile un paisible dimanche après-midi, organisant méticuleusement les documents juridiques qui avaient effectivement résolu l'affaire de fraude, Graham réfléchissait attentivement à la profonde disparité entre la vie qu'il avait présomptueusement cru mener et la dure réalité qui lui avait été astucieusement dissimulée. Il avait naïvement cru que son mariage était inébranlable, ses finances imprenables et sa principale préoccupation professionnelle était de maintenir les normes de sécurité les plus élevées pour les spectacles de feux d'artifice élaborés. La dure vérité était qu'il avait été dangereusement près de tout perdre à la suite d'une seule décision désastreuse, et qu'il était resté béatement inconscient du danger imminent. Cependant, Graham avait également découvert qu'il possédait la capacité intrinsèque de se protéger, lui et sa fille bien-aimée, quand c'était vraiment important. La réflexion stratégique même qu'il avait rendu exceptionnellement compétent dans l'orchestration de spectacles de feux d'artifice complexes l'avait également manifestement aidé à déjouer les individus qui avaient cherché malicieusement à détruire sa vie. Un an plus tard, Graham se retrouva assis dans le même restaurant où Merritt avait audacieusement avoué ses crimes odieux. Cependant, en cette occasion particulière, il profitait d'un dîner de célébration avec Ruby pour commémorer son 16e anniversaire. « Papa, puis-je te demander quelque chose » demanda Ruby alors qu'ils attendaient patiemment leur délicieux dessert. « Bien sûr, ma chérie. Est-ce que tu es, rétrospectivement, content que tout se soit déroulé de la manière dont cela s'est fait ? Je veux dire, avec maman, le divorce et tout le reste ?» Graham réfléchit longuement à la question avec une grande attention. L'année précédente avait présenté des défis d'une ampleur qu'il pouvait à peine imaginer, mais elle lui avait aussi révélé sans équivoque ce qui comptait vraiment le plus dans sa vie. « Je suis profondément reconnaissant que nous ayons découvert la vérité avant qu'il ne soit irrémédiablement trop tard pour intervenir efficacement, » répondit-il avec une sincérité sincère. « Et je suis tout aussi reconnaissant que toi et moi ayons réussi à surmonter cette épreuve difficile ensemble. » Ruby sourit radieusement. « Moi aussi. » Graham promena son regard dans le restaurant, se rappelant vivement la nuit où il était resté tapi dans un véhicule de surveillance à l'extérieur, écoutant méticuleusement l'appareil d'enregistrement d'Elena tandis que Merritt avouait effrontément avoir minutieusement planifié le vol de leur maison chérie. Il avait l'impression que cela s'était passé il y a une éternité, alors que cela ne faisait que 12 mois. La différence essentielle résidait dans le fait que Graham possédait désormais une compréhension aiguë de la valeur intrinsèque d'accorder une attention méticuleuse aux détails que la plupart des individus négligeaient par inadvertance. Le poids précis d'une caisse de feu d'artifice, les données de localisation granulaire méticuleusement suivies sur un téléphone cellulaire, les changements subtils mais révélateurs dans le comportement d'un individu qui indiquaient invariablement qu'il dissimulait quelque chose de profondément significatif. Il avait péniblement construit une nouvelle vie fondée sur cette nouvelle compréhension, et il affichait une confiance inébranlable qu'il ne serait plus jamais pris au dépourvu ni susceptible d'une manipulation aussi insidieuse. Alors qu'il quittait gracieusement le restaurant, Ruby demanda nonchalamment s'il pouvait brièvement passer devant leur ancienne résidence sur Oakmont Drive. Graham avait judicieusement vendu la propriété 6 mois auparavant et avait prudemment utilisé le produit de la vente pour acquérir une maison plus petite et plus facile à gérer dans un quartier différent, plus paisible. Un nouveau départ, sans entrave, qui était, par bonheur, dépourvu du poids émotionnel omniprésent de la déchirante trahison d'Elena. « Bien sûr », répondit Graham avec un sourire rassurant. Mais seulement pour un bref instant. Ils passèrent lentement devant la maison où Graham avait résidé pendant 12 années formatrices, où il avait élevé Ruby avec amour de l'âge tendre de 3 ans jusqu'à l'orée de ses 15 ans, où il avait obstinément cru que son mariage était inébranlable et son avenir assuré. Les nouveaux propriétaires avaient déjà apporté des modifications notables à l'aménagement paysager et avaient peint avec goût la porte d'entrée d'une couleur différente, plus vive. Elle ne ressemblait que vaguement à la maison chérie dont Graham gardait un souvenir précieux. « Ça te manque, papa » demanda Ruby avec une curiosité sincère. « Parfois, » admit Graham avec une pointe de mélancolie. « Mais, pour la plupart, je suis profondément reconnaissant que nous ayons réussi à nous en extraire avant de tout perdre irrémédiablement. » Ruby resta silencieusement contemplative pendant un moment alors qu'il s'éloignait de ce vieux quartier familier, bien que désormais doux amer. « Papa, qu'est-il finalement arrivé à Victor et à Monsieur Merritt ? » Victor a écopé d'une peine de 3 ans dans une prison fédérale pour son implication dans des fraudes et des conspirations. Merritt, compte tenu de son statut de cerveau et de ses condamnations pénales antérieures, a été condamné à 7 ans d'incarcération. « Et maman » demanda Ruby.
Elle va remarquablement bien, en fait. Le programme de traitement de la dépendance au jeu s'est avéré exceptionnellement bénéfique pour elle. De plus, elle occupe un nouvel emploi rémunérateur en ville. Tu la verras le week-end prochain. Graham s'était efforcé avec diligence de cultiver et de maintenir une relation civile et respectueuse avec Elena, principalement pour le bien-être de Ruby. Le divorce avait indéniablement été une épreuve douloureuse et longue, mais ils avaient réussi à établir un accord de garde qui offrait à Ruby à la fois stabilité et contact régulier avec ses deux parents dévoués. Elena résidait actuellement dans un appartement modeste, à seulement 40 minutes de route, travaillait avec diligence comme comptable pour un cabinet médical florissant et assistait fidèlement aux réunions hebdomadaires des joueurs anonymes. Elle effectuait avec assiduité des paiements de réparation aux victimes du stratagème frauduleux de Mérite et s'était engagée à remplir ses obligations de service communautaire pendant 2 années supplémentaires. De plus, Elena reconstruisait activement et sincèrement sa vie d'une manière qui semblait à la fois sincère et durable. Elle avait ouvertement reconnu ses erreurs passées, accepté sans équivoque l'entière responsabilité des conséquences de ses actes et s'efforçait résolument de regagner la confiance de Ruby par des actions positives et cohérentes, plutôt que par des promesses vides et insincères. Graham respectait profondément les efforts inébranlables d'Elena pour opérer des changements significatifs dans sa vie, mais il nourrissait également la connaissance inébranlable qu'il ne pourrait plus jamais lui faire pleinement confiance de la même manière profonde qu'il lui avait fait confiance pendant les jours heureux de leur mariage désormais défunt. Trop de choses avaient été irrémédiablement endommagées, certaines blessures se révélant impossibles à guérir. Alors que Graham conduisait son véhicule vers leur nouvelle résidence, ses pensées dérivèrent vers le spectacle pyrotechnique qu'il était censé orchestrer le week-end suivant. L'occasion était un mariage, célébrant un jeune couple qui ressemblait à Graham et Elena 15 ans auparavant. Rayonnant d'optimisme quant à leur avenir commun, et avec une foi inébranlable dans la capacité de leur amour à surmonter toute adversité, Graham espérait que leur optimisme se révélerait fondé. Cependant, il savait également que le mariage était plus vulnérable que la plupart ne le comprenaient, et que la stabilité financière n'était souvent qu'une illusion, perpétuée par des individus qui négligeaient d'examiner les détails. L'entreprise de feux d'artifice avait inculqué à Graham la compréhension que des spectacles éblouissants exigeaient une préparation méticuleuse, une synchronisation exacte et une vigilance constante concernant les règles de sécurité. La vie, avait-il fini par comprendre, n'était pas si différente. La semaine suivante, alors que Graham installait l'équipement pour le spectacle pyrotechnique du mariage, son téléphone émit sa sonnerie caractéristique. L'écran d'affichage révéla les coordonnées du détective Morrison. « Graham, je voulais vous donner une mise à jour sur une affaire qui pourrait susciter votre intérêt, annonça-t-elle. Nous avons mis au jour des preuves suggérant que les machinations de Mérite étaient beaucoup plus vastes que nous ne l'avions initialement supposé. Il a peut-être commis des fraudes contre des victimes dans 3 autres comtés au cours des 5 années précédentes. De quelle somme d'argent parlons-nous, demanda Graham. Potentiellement plus de 2 millions de dollars. Le Federal Bureau of Investigation prend le contrôle de l'enquête et pourrait avoir besoin de votre témoignage concernant les méthodes employées par Mérite dans votre cas particulier. Graham accepta de coopérer à l'enquête fédérale. Une partie de lui tirait satisfaction de savoir que Mérite serait confronté à d'autres conséquences pour ses transgressions. Cependant, la plupart du temps, il restait concentré sur la poursuite de son propre chemin. Ce soir-là, alors que Graham achevait ses préparatifs pour le spectacle pyrotechnique du mariage, il reçut un SMS provenant d'une source inconnue. « Ce n'est pas fini, Blackstone. Tu m'as tout pris, et je n'oublie pas. » Graham fixa le message un bref instant, avant de le transmettre au détective Morrison. Il soupçonnait qu'il émanait soit de Victor, soit d'un associé impliqué dans le stratagème de Mérite, cependant, il restait résolu à ne pas se laisser intimider par des menaces anonymes. Graham avait compris que la meilleure réponse aux individus qui tentaient de le manipuler ou de le menacer était de documenter méticuleusement leur conduite et de réagir par les voies légales appropriées. Il avait investi trop de temps à reconstruire sa vie pour permettre à des criminels de perturber son équanimité. Le spectacle pyrotechnique du mariage se déroula parfaitement. Tandis que Graham observait le bouquet final exploser sur la toile nocturne, ses pensées s'attardaient sur la dichotomie entre les détonations contrôlées et le type de chaos que des individus comme Mérite et Victor engendraient dans la vie des autres. Les feux d'artifice possédaient une qualité spectaculaire précisément en raison de leur nature méticuleusement planifiée, synchronisée et exécutée, avec la sécurité comme considération primordiale. L'attrait esthétique découlait de la fusion de l'expression artistique et de la précision technique. La fraude, au contraire, n'était que destruction masquée en opportunité. Elle engendrait l'illusion de résultats extraordinaires, alors qu'en réalité, elle dévastait tout ce qu'elle touchait.
Graham démonta son matériel et rentra en voiture à la nouvelle résidence, où Ruby l'attendait avec des questions concernant ses devoirs et des récits de sa journée à l'école. C'était une soirée tranquille et ordinaire, le genre de stabilité que Graham avait appris à ne pas considérer comme acquise. 6 mois plus tard, Graham reçut une communication de Tom S., lui apportant des nouvelles concernant l'enquête fédérale. Merritt vient de plaider coupable à 23 chefs d'accusation de fraude fédérale, rapporta Tom. Il risque une peine de 15 à 20 ans dans un établissement correctionnel fédéral. Victor a écopé de 2 années supplémentaires ajoutées à sa peine pour son implication dans le stratagème plus vaste. Qu'en est-il des autres victimes, demanda Graham. Le Federal Bureau of Investigation a réussi à récupérer environ 60% des fonds détournés. La majorité des familles touchées par le stratagème recevront au moins un remboursement partiel. Graham fut satisfait d'apprendre que la justice était rendue et que d'autres victimes récupéreraient une partie de leurs pertes. Cependant, il était également prêt à reléguer l'ensemble de l'expérience aux annales du passé et à se concentrer sur l'avenir. Cet avenir englobait une relation naissante avec Sarah Chen, une éducatrice à l'école de Ruby qui était devenue une proche confidente pendant les mois difficiles de la procédure de divorce. Sarah possédait la patience, l'intelligence et une attitude rafraîchissante de franchise, des qualités que Graham avait appris à apprécier grandement. Ruby approuvait Sarah, ce qui était très important pour Graham. Sa fille avait subi suffisamment de bouleversements, et il n'était pas enclin à introduire d'autres complexités dans leur vie à moins d'avoir confiance dans la viabilité à long terme de la relation. Un samedi après-midi au début du printemps, alors que Graham était occupé à travailler dans le garage de leur nouvelle résidence, Ruby vint l'aider à organiser son matériel pyrotechnique. « Papa, puis-je te poser une question concernant maman ?» demanda-t-elle, tandis qu'il parcourait des documents d'inventaire. « Bien sûr », répondit Graham. « Crois-tu qu'elle aurait persisté à proférer des mensonges contre toi si tu n'avais pas discerné ses actions ?» Graham réfléchit à la question avec une considération méticuleuse. Elle représentait le genre d'enquête morale complexe avec laquelle Ruby était aux prises alors qu'elle s'efforçait de comprendre les choix de sa mère. « Je crois que ta mère s'est retrouvée piégée dans une situation où le mensonge semblait plus facile que l'expression de la vérité, expliqua Graham. Cependant, les mensonges ont une propension à se développer et à devenir de plus en plus complexes avec le temps. Finalement, elle aurait été contrainte de choisir entre tout avouer ou tout perdre. Crois-tu qu'elle a vraiment changé, ou est-elle simplement devenue plus habile à dissimuler les choses maintenant, demanda Ruby. Je crois qu'elle a constaté que les ramifications du mensonge l'emportent sur les ramifications de la vérité, répondit Graham. Cela constitue une leçon redoutable, mais c'est une leçon indispensable. Ruby garda le silence pendant plusieurs minutes, le temps qu'il continue à organiser le matériel. Je suis heureuse que tu aies discerné la vérité, déclara-t-elle enfin, même si les choses se sont compliquées pendant un certain temps. Moi aussi, confirma Graham. Ce soir-là, Graham prépara le dîner pour Ruby et Sarah, et ils passèrent la soirée à jouer à des jeux de société et à discuter de leurs projets de vacances d'été. C'était le genre de soirée familiale sans prétention dont Graham avait rêvé pendant le tumulte de l'enquête pour fraude et de la procédure de divorce. En regardant Ruby et Sarah partager un rire à propos d'un incident insignifiant survenu pendant leur partie de Monopoly, Graham réalisa qu'il avait construit quelque chose de supérieur à ce qu'il avait perdu. Sa nouvelle existence reposait sur la vérité, la conscience et une attention méticuleuse aux détails qui comptaient vraiment. L'entreprise de feux d'artifice prospérait grâce à la réputation de fiabilité et de sécurité que Graham avait cultivée. Sa relation avec Sarah se renforçait parce qu'ils communiquaient avec franchise sur leurs attentes et leurs préoccupations. De plus, sa relation avec Ruby était plus profonde qu'elle ne l'avait jamais été, car ils avaient surmonté ensemble une crise et en étaient ressortis avec une confiance et une compréhension accrues. 6 mois après cette paisible soirée familiale, Graham se préparait pour le plus grand spectacle pyrotechnique de sa carrière, une célébration du 4 juillet pour l'ensemble du comté, qui nécessiterait des semaines de planification et de coordination méticuleuse. En revoyant les protocoles de sécurité et les horaires, Graham réfléchit à l'ampleur de la transformation qu'avait subie sa vie depuis le jour où il avait initialement remarqué qu'une caisse de feu d'artifice était plus légère de $20. Cette petite anomalie l'avait poussé à déterrer une conspiration qui menaçait tout ce qui lui était cher. Cependant, elle lui avait aussi transmis des compétences et des perspectives qui le rendaient plus résilient et plus robuste. Le spectacle pyrotechnique du comté se déroula sans incident. 20 000 personnes observèrent depuis le parc le spectacle méticuleusement chorégraphié de Graham, qui illumina le ciel nocturne pendant 30 minutes de commémoration patriotique. Après la détonation du dernier obus et le début de la dispersion de la foule,
Graham resta seul sur la plateforme de lancement, contemplant le terrain vide où son matériel était dispersé. Le lendemain, il consacrerait la journée au nettoyage et à l'emballage de tout pour le prochain engagement. Cependant, en cette soirée particulière, il s'accorda un moment de satisfaction. Il avait créé une entreprise florissante, élevé une fille exceptionnelle, trouvé une femme qui lui procurait un bonheur authentique et survécu à une conspiration qui aurait pu anéantir son existence. Le téléphone de Graham émit un bourdonnement, signalant l'arrivée d'un SMS de Sarah. Spectacle incroyable. Ruby et moi sommes extrêmement fiers de toi. Il sourit et répondit par SMS, merci, je rentre. Alors que Graham rangeait son matériel et s'apprêtait à quitter le site de lancement, ses pensées s'attardèrent sur le commutateur d'allumage qui avait tout déclenché, le détail infime que la plupart des gens auraient ignoré, mais qui avait protégé sa famille de la ruine financière. Dans l'entreprise de feux d'artifice, le timing était primordial. Allumer la mèche prématurément, et l'on compromet la séquence. L'allumer tardivement, et l'on perd le moment entièrement. La vie, Graham l'avait appris, fonctionnait selon des principes analogues. Être attentif aux détails, faire confiance à son instinct quand quelque chose ne va pas, et agir de manière décisive quand l'action est justifiée. Graham rentra chez lui en voiture par des artères suburbaines paisibles, devant des maisons où les familles s'installaient pour la nuit. Après avoir assisté à son spectacle pyrotechnique, la plupart de ces familles pensaient probablement que leur vie était sûre, que leur relation était caractérisée par la vérité et que leur avenir financier était garanti par des intentions vertueuses et un travail assidu. Graham espérait qu'elles avaient raison, cependant, il savait aussi que la sécurité était quelque chose qu'il fallait cultiver activement, et non quelque chose que l'on pouvait accepter comme une conclusion logique. À la nouvelle maison de Maple Street, Sarah et Ruby l'attendaient avec des restes de pizza et des anecdotes sur la célébration de la soirée. Ruby avait invité 3 amis à regarder les feux d'artifice depuis leur jardin, et Sarah avait méticuleusement documenté l'intégralité de l'événement avec son appareil photo. Le final était incroyable, s'exclama Ruby en montrant à Graham des photos du ciel nocturne rempli d'explosions éclatantes. Tout le monde a affirmé que c'était le spectacle pyrotechnique le plus exceptionnel qu'ils aient jamais vu. Graham examina les photographies et se remémora l'instant précis où il avait déclenché la séquence finale, des douzaines d'obus lancés simultanément, inondant le ciel de lumière et d'un son perceptible à des kilomètres à la ronde. C'était une détonation maîtrisée, méticuleusement planifiée et exécutée avec précision, magnifique, puissante et sûre. Graham Blackstone avait appris à apprécier cette distinction.